Pour moi, il n'y a pas d'écriture féminine. Parce que si on parle d'une écriture féminine, alors il faudrait parler d'une écriture masculine, ce qu'on ne fait jamais. Parce que le masculin, c'est le neutre, c'est l'universel. Donc parler d'une écriture féminine, c'est mettre les femmes à un certain endroit. Et quand on lit des textes anonymes, bien souvent on ne peut pas forcément savoir s'ils ont été écrits par un homme ou par une femme. Les femmes écrivent, ça, c'est indiscutable. Je suis très embarrassée par cette question parce qu'il me semble que dès lors qu'on a dit il y a une littérature féminine, on l'a catégorisée et du coup on empêche le lecteur aussi d'y arriver lui aussi librement. C'est-à-dire on dit au lecteur attention, vous allez lire un livre de femme. Est-ce qu'on oserait dire à un lecteur attention, vous allez lire un livre d'homme? Après, tant qu'il n'y aura pas suffisamment de femmes qui soient au poste à responsabilité, on aura toujours ce phénomène-là. Parce que s'il y a très peu de femmes, on a les yeux rivés sur elles, et au moindre faux pas, elles sont fichues. Alors que les hommes incompétents, il y en a en masse, mais comme il y a beaucoup d'hommes, on ne les voit pas dans la masse. Donc c'est vraiment un souci. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait très rapidement beaucoup de femmes qui soient à des postes à responsabilité. Et on retrouve la même chose sur les scènes. Hein. On sait très bien que un jeune metteur en scène qui fait ses débuts, il peut se planter une fois, deux fois, trois fois, il continue à avoir des subventions et à être aidé. Une jeune femme, on l'attend plus facilement au tournant et voilà. Mais c'est le problème aussi, mais ça c'est général, c'est mondial. Hein. Dans l'esprit des gens, une femme vaut moins qu'un homme. Et ça, on le retrouve partout, à tous les niveaux. On le voit très bien. Il y a des études qui ont été faites aux États-Unis où on donnait à des groupes d'étudiants et d'étudiantes le même texte à étudier, un texte de philosophie, le même texte signé par un homme ou signé par une femme. Et en fait, les étudiants et les étudiantes étaient beaucoup plus critiques du texte quand il était signé par une femme. Et c'est pour ça que nous, on réclame l'anonymat des candidatures dès que c'est possible. Parce que l'anonymat est toujours favorable aux femmes. C'est comme ça, par exemple, qu'elles ont réussi à intégrer les orchestres. À partir du moment où il y a eu audition derrière par avant. Donc on ne voyait pas le sexe de la personne qui passait les auditions pour l'orchestre. Et on conseillait même aux femmes à l'époque d'y aller en talons plats pour pas qu'on entende les clac-clac-clac s'installer derrière le paravent. C'est comme ça que les femmes ont intégré les orchestres. Et les noirs. Voilà. Donc c'est vrai que dans les concours où les textes sont anonymes, il y a plus de femmes qui gagnent que quand ils ne sont pas anonymes et quand on connaît le sexe de la personne. Moi, je ne dis pas du tout que ce soit fait de façon consciente. Hein. Ça, c'est vraiment dans l'inconscient que le travail d'une femme vaut moins que celui d'un homme. C'est évident que le milieu dans lequel j'ai travaillé, qui est un milieu hyper masculin, puisque les hommes sont beaucoup plus souvent condamnés que les femmes, je crois. Enfin, je me souviens plus des rapports chiffrés, mais je crois que c'est 3% le nombre de femmes condamnées par rapport au nombre d'hommes condamnés. Et dans les prisons, j'étais dans des prisons exclusivement d'hommes. Donc c'est vrai que ces milieux, ils étaient hyper masculins. Ça déforme aussi un petit peu la perception du reste quelquefois, parce que du coup, quand on est dans un tel déséquilibre des rapports, quand on est dans une telle surreprésentation du fantasme, des imaginaires, de tout ce qui se passe autour de ces champs très masculins, peut-être qu'après, effectivement, on n'est plus tout à fait une femme comme les autres. Ça change quelque chose de ça. Et c'est très étrange parce qu'à la fois, je trouvais que c'était dur, difficile,
parce qu'il y a eu des choses violentes à l'égard des femmes. C'est un monde aussi qui, parfois, exclut terriblement les femmes. En tout cas, à mon époque, c'était quand même comme ça. J'ai entendu des phrases de surveillants en chef qui étaient complètement inadmissibles, qui feraient l'objet quasiment de sanctions pénales à l'heure actuelle. Hein. Bon. Et puis, en même temps, il y avait une immense curiosité et une immense découverte pour moi de ce que c'était ce monde d'hommes. Et j'en étais très affamée finalement. Mais je pense que peut-être pour un homme c'est pareil, d'être un homme immergé dans un monde hyper féminin, ça doit être extrêmement intéressant. Pour un peu que les gens soient curieux, ça excite forcément l'intérêt. Alors après, du point de vue de la réception des choses, oui, on ne peut pas ignorer que les œuvres des femmes sont des œuvres quand même qui ont beaucoup plus de mal à arriver à la consécration, à arriver à la diffusion, à arriver au même niveau de connaissance que l'œuvre des hommes. J'arrive pas à me l'expliquer, moi, dans le monde artistique. C'est vraiment quelque chose qui me choque toujours profondément, parce que justement, on imagine du monde artistique qu'il est un monde déclivé de tout ça, qui est un monde suffisamment sauvage pour ne pas être sous l'emprise de catégorisation comme ça, et on se rend compte que non, c'est pas le cas. Alors peut-être que c'est pas au niveau artistique que ça se joue ailleurs, ça se joue dans la réception, les critiques littéraires, je ne sais pas, enfin bon, il y a peut-être d'autres instances qui sont, elles, préformées déjà pour que ce soit comme ça. Ceci dit, moi je n'en tiens pas compte, enfin j'ai pas l'impression ça me choque, ça me heurte parfois, mais ça glisse très vite. C'est-à-dire que l'acte de créer est tellement important, est une telle nécessité, une telle joie aussi finalement, que je pense qu'on ne peut pas s'arrêter à une limite comme celle-là. Il y a eu tout un moment où le féminisme a été en perte de vitesse, justement parce qu'il y a eu l'illusion de l'égalité, où les jeunes ont été éduqués dans l'illusion de l'égalité. Et en fait, même à l'école, c'est une illusion. On sait très bien que même dans les petites classes, les maîtres et les maîtresses, enfin majoritairement les maîtresses d'ailleurs, parce que maintenant c'est un métier totalement dévalorisé et sous-payé, donc ce sont des femmes. Hein. Avant il y avait l'instituteur, le notable, mais maintenant ce sont des femmes. Hein. Et on a vu qu'elles ne s'adressaient pas de la même façon quand elles parlaient à des garçons et à des filles. Il y a des tas d'expériences qui ont été faites comme ça et qui les ont même secouées parce qu'elles n'en avaient absolument pas conscience. Et que c'est vrai qu'on retrouve ça aussi dans les jouets. Il y a depuis quelques années les jouets genrés de façon... Mais alors ça, c'est directement issu du capitalisme. Hein. C'est-à-dire que moi, à mon époque, on avait une bicyclette qu'on achetait à l'aîné et qui faisait toute la fratrie Seri. Une bicyclette rouge ou bleue, voilà. Et maintenant, il y a des bicyclettes roses pour les filles, bleues pour les garçons. Donc, on a 3 gamins de sexes différents, on achète 3 bicyclettes, quoi. Donc, ça fait marcher le commerce. Alors, dans le monde qui produit nos conditions de vie, nos lois, le monde politique, ça, c'est tout à fait évident. Il y a une sous-représentation des femmes, et non seulement des femmes, mais effectivement de ce qu'elles portent comme besoin, comme regard, ça c'est d'une évidence malheureusement criante. Et je pense qu'on en paye aussi le prix. Hein. Après, oui, évidemment, à partir du moment... On vit quand même sur un monde qui est terriblement... ethnocentré. Le modèle dominant, c'est quoi ? C'est l'homme blanc, occidental, dans sa puissance, dans sa force. Et ça s'impose pas qu'aux femmes, ça s'impose à des hommes non blancs, qui viennent d'autres univers, qui ne sont pas occidentaux, qui viennent d'autres langues, d'autres pays, d'autres cultures. Ça s'impose à tout le restant de l'univers, qui est quand même un petit peu massacré par ce sentiment de domination absolue que certaines de ces personnes, de ces hommes peuvent tirer de leur puissance. Bon, ça c'est une chose certaine, oui. Quelque part, c'est quand même très difficile d'abandonner ses privilèges. Et donc, les hommes blancs de plus de 50 ans,
ne sont pas prêts à ça, quoi qu'ils en disent. Moi, j'ai déjà entendu dire des hommes, attends, si on nomme plus que des femmes à la direction des institutions, mais c'est toute une génération d'hommes qui va être sacrifiée. Mais au secours, ça fait combien de siècles que les femmes sont sacrifiées? C'est très difficile d'abandonner ces privilèges. Donc, forcément, il y a des freins très puissants. Si tu indiques un but, un objectif, une finalité, pour moi, il y a déjà une entrave quelque part. C'est-à-dire on assigne, on donne un cadre, un moule, quelque chose qui est de l'ordre de l'imposer. Et du coup, moi je trouve que, enfin pour moi ça ne peut pas fonctionner comme ça, mais peut-être parce que, si tu veux, pour moi, j'ai beaucoup besoin de sortir des formes contraintes. Et c'est pour ça que, si tu veux, je me situerais jamais dans la littérature engagée, ou même dans la littérature dite féminine, ou dans toutes ces catégorisations-là, parce que, même si je suis une féministe et une personne engagée, ça c'est indiscutable, parce que justement il y a une dissociation finalement forte entre la personne que je suis et le produit et l'écriture qui est le produit d'autre chose, quelque chose de plus libre que moi finalement. Il faut la croire libre, la littérature, vraiment, il faut la penser comme libre.